Dans la grande tapisserie de l'histoire humaine, certains fils brillent plus que d'autres, tissés par des individus dont les actions résonnent à travers les âges. L'un de ces individus fut Tariq ibn Ziyad, un nom qui allait devenir synonyme de conquête et de l'aube d'une nouvelle ère. Né au 7e siècle dans les rudes terres du Maghreb en Afrique du Nord, ses origines exactes restent un sujet de débat parmi les historiens. La plupart s'accordent à dire qu'il était un berbère, membre des peuples indigènes de la région, peut-être d'une tribu connue sous le nom de Zenata. Son histoire n'est pas seulement celle d'un guerrier, mais celle d'un homme qui, parti de l'obscurité, a changé le destin d'un continent. Avant de devenir un commandant légendaire, Tariq était un affranchi, un ancien esclave de Moussa ibn Nusayr, le puissant gouverneur omeyyade d'Afrique du Nord. Voyant une étincelle de génie et de leadership chez le jeune homme, Moussa le nomma général de son armée. Cette confiance n'était pas mal placée. Tariq prouva rapidement sa valeur, se forgeant une réputation pour son esprit stratégique et sa capacité à inspirer la loyauté chez ses soldats. On lui confia le commandement de Tanger, une ville portuaire vitale donnant sur le détroit étroit qui séparait l'Afrique de l'Europe, une porte vers un monde de possibilités inconnues et d'immenses défis. Sa vie fut façonnée par les courants de son temps, une ère de grande expansion pour le califat omeyyade. Depuis Damas, les califes régnaient sur un vaste empire, et leur influence s'étendait vers l'ouest à travers le Sahara. Tariq, stationné à l'extrémité de cet empire, se trouva dans une position charnière. Il n'était pas seulement un soldat, il était un gouverneur chargé de gérer la logistique complexe d'un territoire frontalier. C'est de ce point de vue qu'il allait contempler les rives lointaines de la péninsule ibérique, une terre gouvernée par les Wisigoths, et une terre mûre pour un changement monumental. Les murmures de son passé suggèrent un homme d'humble origine, un détail qui rend ses réalisations ultérieures encore plus remarquables. Certaines légendes espagnoles le désignent même comme Tariq le Borgne, bien que la raison de ce surnom soit perdue dans le temps. Ce qui est clair, c'est qu'il possédait une détermination inébranlable et une vision qui s'étendait bien au-delà des horizons qu'il pouvait voir. Il était un produit des montagnes et des déserts d'Afrique du Nord, un homme forgé dans un creuset d'échanges culturels et de conflits, parfaitement positionné pour mener une armée vers un nouveau chapitre de l'histoire. L'année 711 marque un tournant dans les annales de l'Europe. Dans le royaume wisigoth d'outre-mer, une guerre civile acharnée faisait rage. Les fils de l'ancien roi, Witiza, étaient engagés dans une lutte désespérée pour le trône contre le nouveau souverain, le roi Roderick. Voyant une opportunité, ils envoyèrent un appel à l'aide de l'autre côté du détroit aux musulmans d'Afrique du Nord. Cet appel à l'aide parvint aux oreilles de Tariq ibn Ziyad. Avec la permission de son supérieur, Moussa ibn Nusayr, il commença à rassembler une force, se préparant à une entreprise aussi audacieuse que dangereuse, une traversée au cœur d'une terre étrangère. L'armée de Tariq n'était pas une armée massive, mais elle était formidable et déterminée. Elle était composée d'environ 7000 hommes, un nombre qui serait plus tard renforcé à 12 000. La majorité de ces soldats étaient des berbères nouvellement convertis comme lui, des hommes des montagnes et des plaines du Maghreb, connus pour leur résilience et leur esprit combatif. Parmi eux se trouvait une poignée d'instructeurs arabes, chargés de guider leur foi. Cette force diverse était unie par un objectif commun, prête à suivre son commandant vers l'inconnu, faisant confiance à son leadership pour les guider à travers les périls à venir. Le voyage lui-même fut une entreprise considérable. Pour traverser le détroit, Tariq avait besoin de navires, et il trouva un allié inattendu
en la personne du comte Julien, le gouverneur byzantin de Ceuta. Pour ses propres raisons, Julien méprisait le roi Roderick et fournit la flotte nécessaire à l'invasion. Cette alliance, née d'un intérêt mutuel, fut essentielle au succès de la mission. Au printemps de l'an 711, sous le couvert de la nuit, la petite flotte de Tariq quitta le Maroc, ses proues visant le grand rocher qui gardait l'entrée de la péninsule. Ce moment marqua le début de la fin pour l'Espagne wisigothe. En débarquant sur les côtes de l'Ibérie, Tariq et ses hommes se trouvèrent à un point de non-retour. C'est ici qu'est née l'une des légendes les plus puissantes de l'histoire. Pour galvaniser ses troupes et éliminer toute idée de retraite, on dit que Tariq ordonna de brûler tous ses navires. Il rassembla ensuite ses soldats et prononça un discours qui a résonné à travers les siècles. « Ô peuple, déclara-t-il, où est l'échappatoire? La mer est derrière vous et l'ennemi est devant vous. » Avec leur seule voie à suivre, ces hommes furent remplis d'une farouche détermination, prêts à conquérir ou à périr sur cette nouvelle terre. L'arrivée de l'armée de Tariq provoqua une onde de choc dans le royaume wisigothe. Le roi Roderick, occupé à combattre des rivaux dans le nord, rassembla à la hâte ses forces et marcha vers le sud pour affronter les envahisseurs. Les deux armées se rencontrèrent finalement en juillet 711 à la bataille de Guadalete. L'armée de Roderick était beaucoup plus grande, mais elle était minée par des divisions internes et des loyautés fragiles. En revanche, les hommes de Tariq étaient unis et animés par un puissant sens du devoir. La bataille fut féroce et sanglante, un choc de civilisation qui allait décider du destin de la péninsule ibérique pour les 700 années suivantes. La bataille fit rage pendant des jours, mais la stratégie supérieure de Tariq et le courage inébranlable de ses soldats finirent par l'emporter. De nombreux nobles du roi Roderick, qui s'opposaient secrètement à lui, l'auraient déserté au plus fort du conflit. Les lignes wisigothes se brisèrent et leur armée fut complètement déroutée. Le roi Roderick lui-même disparut dans le chaos, présumé avoir été tué au combat. Avec cette victoire unique et décisive, toute la structure du royaume wisigothe s'effondra. Le chemin vers le cœur de l'Espagne était désormais grand ouvert pour Tariq et son armée victorieuse. Après la victoire de Guadalete, Tariq n'hésita pas. Il poussa ses forces vers le nord, capturant des villes clés comme Cordoue et la capitale wisigothe, Tolède, avec une rapidité surprenante. Sa conquête fut facilitée par la population juive locale qui avait été durement persécutée sous la domination wisigothe et accueillit les envahisseurs comme des libérateurs. Le succès rapide de cette petite armée fut étonnant. En quelques mois, un royaume qui existait depuis des siècles fut mis à genoux, non pas par une force d'invasion massive, mais par un commandant brillant à la tête d'une armée disciplinée et très motivée. Cependant, le succès éclatant de Tariq ne passa pas inaperçu. Son supérieur, Moussa ibn Nusayr, s'inquiéta, peut-être même jaloux, des gains rapides de son subordonné et de l'immense richesse qu'il accumulait. Moussa traversa bientôt l'Espagne lui-même avec une plus grande armée d'Arabes, dans l'intention d'affirmer son autorité. Si certains récits parlent d'une rivalité tendue, les deux commandants finirent par unir leurs forces pour achever la conquête. Ensemble, ils placèrent la majeure partie de la péninsule ibérique sous contrôle omeyyade, un nouveau territoire qui allait être connu sous le nom d'Al-Andalus. La conquête de l'Espagne fut un accomplissement monumental, mais le triomphe de Tariq et Moussa fut de courte durée. En 715, les deux commandants furent rappelés à Damas, la capitale omeyyade, par le calife Al-Walid. Il leur fut ordonné de présenter un compte-rendu de leur campagne et des vastes butins de guerre qu'ils avaient acquis.
Des accusations de détournement de richesses furent portées contre eux, et les héros de la conquête se virent dépouillés de leurs commandements et de leur statut. Après cette fatidique convocation, Tariq ibn Ziyad disparaît des annales historiques, vivant le reste de ses jours dans l'obscurité à Damas, jusqu'à sa mort vers 720. Malgré sa fin discrète, l'héritage de Tariq fut tout sauf silencieux. Il est gravé en permanence dans la géographie même de l'Europe. Le grand rocher où il débarqua pour la première fois, un promontoire calcaire monumental, fut nommé en son honneur. Les Arabes l'appelèrent Jabal Tariq, ce qui signifie montagne de Tariq. Au fil du temps, la prononciation espagnole corrompit ce nom en Gibraltar. Aujourd'hui, le rocher de Gibraltar se dresse comme un monument intemporel à l'homme qui mena son armée à travers la mer. Un rappel physique du moment où deux continents et deux cultures entrèrent en collision, changeant à jamais le cours de l'histoire. Sa mémoire est honorée et revendiquée par différentes nations aujourd'hui. En Afrique du Nord, en particulier en Algérie et au Maroc, il est célébré comme un héros national, un symbole de la grandeur berbère et du génie militaire. Son nom orne des frégates navales, des ferries et des institutions publiques, témoignage de la fierté que son histoire inspire dans sa région de naissance. Son parcours, d'un milieu humble à un conquérant qui a bouleversé le monde, continue d'être une source d'inspiration, représentant les sommets incroyables qui peuvent être atteints grâce au courage, au leadership et à une détermination inébranlable. En fin de compte, Tariq ibn Ziyad est plus qu'une simple figure d'un passé lointain. Il est un personnage pivot dans l'histoire partagée de l'Europe et de l'Afrique du Nord. Il fut le catalyseur de la création d'Al-Andalus, un centre d'apprentissage d'art et de sciences qui brillerait pendant des siècles. Ses actions ont mis en mouvement une longue et complexe histoire d'interaction, de conflits et d'échanges culturels entre les mondes musulmans et chrétiens. L'histoire de Tariq nous enseigne que les actions d'un seul individu, animé par la conviction, peuvent en effet remodeler le monde d'une manière qui dure un millénaire.